D'un projet ambitieux à un succès phénoménal, ces films nous ont marqués. Mais pourquoi d'ailleurs ? Aujourd'hui, on va parler du premier volet de la trilogie de fantasy la plus culte de l'histoire du cinéma, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Sorti en décembre 2001, le film est un immense carton, à la fois critique que commercial, le deuxième plus gros hit au box-office mondial de l'année 2001, derrière un autre petit film du nom de Harry Potter à l'école des sorciers, sorti 2 semaines avant. Mais derrière un film culte se cache un tournage passionnant, l'un des plus ambitieux de l'histoire du cinéma. Entre adaptation d'un livre déjà culte et un tournage dantesque, découvrons ensemble les coulisses du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Avant d'être une trilogie de films, il s'agit de 3 livres écrits par Tolkien et sortis entre 54 et 55, qui racontent l'aventure de Frodon et Sam, 2 jeunes hobbits entourés de la communauté de l'anneau, qui ont la mission de détruire l'anneau unique, sous peine de voir revenir la grande menace Sauron, un guerrier maillard puissant. Bien que ces 3 livres soient l'œuvre la plus connue de l'auteur et la plus lue à travers le monde, il ne s'agit pourtant pas de la première œuvre écrite par Tolkien dans cet univers de la Terre du Milieu. En effet, on peut compter Bilbo le Hobbit, sorti près de 20 ans avant, en 1937, et encore avant ça, le Silmarillion, dont la rédaction a commencé en 1917, alors que Tolkien était encore un soldat dans l'armée. Ainsi, c'est dans les tranchées que Tolkien a commencé à imaginer son monde, à propos duquel il écrira jusqu'à la fin de ses jours. Ce n'est qu'après sa mort que son ultime livre, le Silmarillion, sera publié. Tout ça pour dire que Tolkien aura pensé son univers pendant plus de 50 ans, 5 décennies, et lorsqu'il écrira son livre Le Seigneur des Anneaux, son univers sera déjà à ce moment-là très riche et très développé. On parle de différentes races, de différents âges, de nouvelles langues. C'est un univers qui passionne en livres et qui a un réel potentiel cinématographique. Combiné à l'énorme succès des bouquins, 30 millions d'exemplaires de la trilogie vendus à travers le monde, des traductions en 20 langues différentes et une réputation de classique de la littérature, à partir de là, une adaptation semble inévitable. Et c'est dans les années 90 qu'un jeune réalisateur néo-zélandais du nom de Peter Jackson, connu notamment pour certains films comme Bad Taste ou The Frighteners, souhaite adapter sur grand écran la trilogie. En 95, Jackson rencontre la société de production Miramax. Il en ressort alors un projet divisé en 2, un premier film racontant le départ de la comté et se terminant à la bataille du gouffre de Helm, puis une seconde partie adaptant le 3e livre, Le Retour du Roi. En 97, Miramax obtient les droits d'adaptation et dès lors, l'aventure commence pour Peter Jackson, sa femme Fran Walsh et Philippa Boyens, une autre scénariste, qui se mettent à l'écriture des films et plus encore, puisque la toute petite société néo-zélandaise, Weta, fondée par Richard Taylor et Tanya Roger, rejoint le projet pour s'occuper des costumes, des accessoires, des décors et des effets spéciaux du film. Pour Weta, il s'agit d'un défi de taille, l'entreprise ayant participé à des projets jusque-là bien plus modestes. Très vite, la société prend de l'ampleur, des centaines d'artisans sont embauchés pour pouvoir mener à bien leur mission. Mais en 98 arrive un drame. Miramax, inquiet du coût de 2 films et du succès incertain, impose à Jackson d'abandonner l'idée du diptyque pour un seul film en opérant des choix drastiques. La suppression de scènes importantes, comme la bataille du gouffre de Helm, et de personnages secondaires comme Faramir ou Éowyn. N'imaginant pas pouvoir respecter l'œuvre de Tolkien dans ces conditions, Peter Jackson abandonne le projet cinématographique avec Miramax, qui laisse malgré tout la chance à Peter Jackson de trouver une autre entreprise de production. Jackson a alors 4 semaines pour trouver une autre entreprise pour pouvoir produire le film. Il tente la dernière chance avec la New Line Cinema, qui à l'époque a sa petite notoriété ayant produit des films comme The Mask ou Seven. Et fin 90, la New Line Cinema cherche des projets un peu plus ambitieux pour pouvoir concurrencer les gros studios. Donc quand Peter Jackson arrive pour leur proposer le projet de 2 films, la New Line Cinema s'écrit « Mais pourquoi en faire 2 ? Il faut en faire 3 ». À partir de là, les équipes ont commencé à travailler sur 3 films en simultané, dont la production et pré-production allaient être regroupées. À la base d'un projet, il y a une idée, un rythme, des visuels, une vision artistique qui permet au réalisateur de garder une cohérence tout au long de la création du projet et, au final, d'avoir, au rendu, quelque chose de proche de ce qu'il avait au départ. Pour Peter Jackson, cette vision a 2 visages, John Howe et Alan Lee. John Howe et Alan Lee, ce sont 2 illustrateurs marquants du monde de la Terre du Milieu, depuis la fin des années 70 pour le premier et la décennie 80 pour le second. Peter Jackson s'est beaucoup inspiré de ces illustrations, celles d'Alan Lee pour leur côté céleste, grandiose,
et celle de John Howe pour le style plus épique et héroïque. En 1997, Jackson recrute Lee en tant que directeur artistique et Howe comme illustrateur conceptuel. Dans les faits, tous deux esquissaient des dessins pour les éléments visuels du film, Lee se chargeant des éléments les plus majestueux du film, comme Fontcombe et Lothlórien, tandis que Howe s'est occupé du design du Mordor, des Nazgûl et des orques. Les deux avaient leur partie bien spécifique, mais ils ont collaboré ensemble pour les lieux les plus iconiques, comme la Comté et la Tour d'Ortan. À partir de ces deux-là, les bases étaient posées et les visuels étaient clairs. Mais le plus dur restait encore à faire. Il fallait créer armes, costumes, décors, et tout cela, c'était un travail assez massif. On parle pour les costumes de 40 couturières, 19 000 costumes et des milliers d'heures pour réaliser tout le travail. Rappelons-nous que les 3 films étaient produits en simultané. Donc là, on ne parle pas d'un seul film gigantesque, mais de 3 films gigantesques. D'autant plus que les costumes étaient travaillés pour coller à la personnalité du personnage. Donc il ne s'agissait pas simplement d'un travail à la chaîne, mais demander une réelle réflexion. Comme Frodon, vêtu de velours, pour représenter la noblesse des hobbits, ou Aragorn, au look abîmé pour son côté rôdeur. Les artistes sont allés jusqu'à lui mettre des manches détachables, un détail que, j'en suis sûr, personne d'entre vous n'a remarqué. Mais c'était l'un des principes fondamentaux dans ce projet. Les artistes étaient presque persuadés que même les éléments invisibles avaient leur sens, qu'en s'attardant sur ces détails a priori insignifiants, le film n'en deviendrait que plus réel, et donc ce monde imaginaire plus crédible. Côté armes, on parle de 48 000 pièces créées, épées, haches, arcs, 10 000 flèches conçues, chacune avec une pointe différente. D'autant plus qu'ils ne cherchaient pas seulement la quantité mais la qualité. On parle d'une semaine de travail pour construire une épée. Pour chaque héros, il y avait une arme lourde en bronze et en acier, utilisée sur les plans moyens et gros plans, car le rendu est plus réaliste qu'avec la réplique en aluminium, plus légère et maniable, utilisée sur les plans larges. Une troisième version de chaque arme en caoutchouc était conçue pour les chorégraphies les plus risquées, par sécurité, hormis pour Viggo Mortensen qui n'utilisait que l'arme lourde pour s'imprégner du personnage. Il avait d'ailleurs demandé aux accessoiristes d'avoir une pierre pour faire semblant d'aiguiser son arme. Il y a d'ailleurs un plan comme ça dans le film où on peut le voir. Bien entendu, si je vous parle du Seigneur des Anneaux, vous pensez sûrement directement aux différents décors que l'on peut voir dans le film et qui semblent encore réalistes 20 ans plus tard. Et donc ça, c'est pour une raison assez simple, parce que l'équipe a fait le pari de créer un maximum de structures, et ce travail est passé par la création de miniatures, ou plutôt, comme les appelaient les équipes du film, les bigatures. Bigatures, parce que certaines maquettes étaient vraiment immenses. Fontcombe, par exemple, faisait 6 mètres de long pour 2 mètres de haut. Argonath, quant à elle, faisait 2 mètres de haut, et pour la tour d'Ortan, 2,4 mètres de haut. Et pour le reste d'Isengard, accrochez-vous bien, on parle d'une maquette qui fait la taille d'un terrain de rugby. 24 puits de mine, 3 cavernes et plus de 1000 pièces d'architecture pour les chantiers d'exploitation de la mine, d'un degré de finition suffisamment précis pour que les décors aient l'air réels, y compris sur des plans très longs, et tout ça en seulement 10 jours de construction. Mais la maquette la plus difficile à construire pour l'équipe de Weta était Lothlórien. Car certains éléments construits devaient sembler sortis tout droit de la terre. C'est le cas des 8 arbres de 8 mètres de haut construits pour le décor, faits en polystyrène, dont la base a été dissimulée sous de la résine et de la mousse. Le polystyrène a d'ailleurs été utilisé pour la création des statues d'Argonath. On peut dire que le résultat est assez bluffant. Maintenant, la pré-production d'un film, c'est aussi l'anticipation du produit final, donc aussi du rendu des images et même du montage. Et donc pour ça, les équipes ont utilisé la prévisualisation 3D pour les scènes les plus iconiques du film. Ça aide à planifier les angles de caméra, les mouvements, le rythme et aussi les enchaînements des plans. On a jusqu'ici parlé des moyens techniques, mais on n'a pas encore abordé le casting du film. Et vous allez voir que c'est assez intéressant, parce que même s'il y avait quelques acteurs connus dans le film, on va voir que les premiers rôles, finalement, étaient pas très connus du grand public à ce moment-là. Bien sûr, des acteurs connus et en vogue, il y en avait. On peut citer Cate Blanchett, Liv Tyler, Christopher Lee, Ian McKellen ou Hugo Weaving, mais bien d'autres, et qui avaient aussi des rôles quand même importants dans le film, étaient beaucoup moins connus. Elijah Wood et Viggo Mortensen avaient été remarqués dans de petits films, mais n'étaient pas des stars reconnues du grand public. On a aussi Orlando Bloom, l'acteur de Legolas,
qui venait de quitter son école d'acting quand il a obtenu le rôle. En tout cas, qu'on aime ou non les acteurs, on peut pas nier leur passion pour l'œuvre et leur implication dans le projet. Christopher Lee était un grand fan des livres et lisait une fois par an. D'ailleurs, c'est le seul acteur à avoir rencontré Tolkien. Elijah Wood avait lu les livres lorsqu'il était enfant et était tellement motivé pour avoir le rôle qu'il a envoyé une audition déguisée en Hobbit. Entre un casting peu connu, une entreprise d'effets visuels récente et un tournage en Nouvelle-Zélande, on aurait même tendance à croire qu'il s'agissait d'un petit film. Le Seigneur des Anneaux, c'est un tournage de 14 mois par 7 ou 8 équipes différentes à travers les plus belles contrées de la Nouvelle-Zélande. Jackson est d'origine néo-zélandaise et plus que ça, a vécu toute sa vie dans ce pays. Il connaissait très bien les contrées et avait déjà en tête les lieux de tournage. La ferme de Matamata, près de Wellington sur l'île du Nord, pour la comté, le parc Harcourt pour Isengard, le South Mavora Lake dans la région du sud pour la rivière d'Anduin, ou encore de nombreux autres décors pour les plans des paysages comme la région de Fiordland ou la ville de Queenstown et ses alentours. Mais beaucoup d'autres séquences ont été tournées en studio, généralement pour des scènes d'intérieur, donc comme la Moria, la maison des Sakais ou certains plans de fond de comble. Il faut comprendre que c'est bien plus pratique pour les équipes de tourner en studio parce que tout est beaucoup plus contrôlable. La lumière, la chaleur, les horaires, tout est plus adaptable en studio plus qu'en extérieur. D'ailleurs, les équipes ont connu des sacrées contraintes durant les scènes d'extérieur. Des contraintes géographiques, avec des lieux parfois accessibles qu'en hélicoptère, une pensée spéciale pour Sean Bean, acteur de Boromir, qui préférait faire des heures de randonnée à pied plutôt que de prendre l'hélico. Mais s'ajoute à ça des contraintes météorologiques, et là ça se complique. Il faisait parfois très froid, parfois très chaud, il pouvait pleuvoir, voire même neiger. Sur certains plans, on peut voir les acteurs traverser la boue. C'est des conditions de tournage difficiles. Ceci dit, ça joue sur le réalisme de la scène. La finalité aurait-elle bien rendu si tous ces éléments avaient été ajoutés numériquement ? Et parfois, les imprévus faisaient bien les choses. Prenez cette scène de déracinement des arbres à Isengard. La pluie n'était pas du tout prévue à l'origine, et pourtant, elle apporte un plus dramatique à la scène. 14 mois, c'est énorme, même à Hollywood. En général, le tournage d'un blockbuster dure 3 à 4 mois. Bien sûr, c'est logique. Le tournage était beaucoup plus long car 3 films étaient tournés en simultané, même si évidemment, le premier film a été tourné en priorité pour avoir un maximum de temps de post-production avant la sortie. Mais cette décision de tourner 3 films en même temps a eu des conséquences, des plus et des moins. Les moins, c'est que c'est terriblement fatigant. Elijah Wood a dit dans une interview qu'il travaillait de 5h à 20h, 6 jours sur 7, et ce pendant 1 an. Ça demande un vrai investissement physique et même une préparation. Les acteurs ont aussi suivi des cours d'escrime, des cours d'équitation et un enseignement au maniement des barques. Mention spéciale à Viggo Mortensen qui a rejoint le casting alors que le tournage avait déjà commencé et qui a dû se former en un temps record. D'un autre côté, tous les efforts des acteurs leur ont permis d'une part de s'immerger plus rapidement et bien plus dans leur personnage, mais aussi de renforcer le lien entre eux, et ils le diront souvent en interview, l'esprit de la communauté existait aussi dans la réalité. Par bien des aspects, le tournage du Seigneur des Anneaux a fait des prouesses techniques remarquables. Pour voir tout ça, on va revenir ensemble sur quelques scènes clés du film. La communauté de l'anneau, c'est un des blockbusters qui a marqué les esprits par sa réalisation extrêmement riche, mais l'un des éléments les plus impressionnants est la gestion des différences de taille entre les hobbits et les autres races. Bien que les 4 acteurs des hobbits ne soient pas immenses, la différence de taille avec le reste du casting était trop faible. Et pour remédier à ça, plusieurs astuces ont été utilisées. De la moins choquante à la plus bluffante, on va voir ça ensemble. La première, vous la connaissez sûrement tous, c'est l'utilisation des fonds verts. Jusque-là, rien de fou, ou en tout cas pour notre époque. Simple, efficace, le rendu est plutôt bon, jusque-là rien d'anormal. La deuxième astuce, déjà un peu plus folle, c'est l'emploi de doublures naines, déguisées et maquillées en hobbit, mais sur laquelle on met des masques de visage des acteurs, un peu à la Tom Cruise en Mission Impossible, voire carrément, et pour ça bravo à Weta Digital, l'incrustation numérique du visage de l'acteur sur le corps du nain. La troisième, et là on atteint un niveau stratosphérique, c'est la création des décors et des objets en double, une à taille humaine et une à taille de hobbit. Prenez ces plans entre Ian Holm et Ian McKellen. En vérité, Holm était dans un décor à taille humaine, une maison, avec des objets, des livres, des tasses à sa taille, alors que Ian McKellen a été filmé dans une autre maison, à taille réduite, pour que Gandalf paraisse beaucoup plus grand que le hobbit. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres plans sur lesquels apparaissent les deux personnages. Par exemple, ce plan où les deux se regardent en face, vous seriez en droit de penser que les acteurs ont été filmés séparément, puis mixés ensemble. En réalité, pas du tout. Jackson a utilisé la technique de la perspective forcée. La perspective forcée, c'est un moyen de jouer sur la perception des distances à l'écran, et donc sur la différente taille des objets ou des personnes. Ainsi, si sur un plan le Hobbit est 1,33 fois plus loin de la caméra que Gandalf, alors il paraîtra 1,33 fois plus petit que le magicien. Donc sur ce plan, ou celui-là, les deux personnages étaient plus ou moins loin de la caméra.
C'est assez ironique de voir que pour un film des années 2000, avec toutes les technologies disponibles de l'époque, on utilisait encore des techniques vieilles comme le monde qui étaient utilisées dans les années 1920. Mais il reste le meilleur pour la fin, et ça m'a retourné le cerveau, la perspective forcée sur un plan en mouvement. Et pour ça, on va prendre l'exemple de ce plan, sur lequel Frodon sert une tasse de café à Gandalf. Comme on peut le voir, Frodon et Gandalf se regardent, entre guillemets, car comme on l'a vu juste avant, les acteurs ne sont pas sur le même plan. Donc en réalité, les acteurs regardaient dans le vide. Rien que ça. Mais le plus fou, c'est que le plan est en mouvement. La problématique était donc la suivante. Si la perspective forcée fonctionne avec certaines distances, alors comment respecter ces distances avec une caméra en mouvement? La réponse est en utilisant des dollies. Un dolly, c'est une plateforme mobile sur laquelle on peut mettre des objets pour leur faire un certain mouvement. Beaucoup de films utilisent des dollies pour faire des plans en mouvement, comme des travelling par exemple. Ici, il en a fallu 3. Une pour la caméra, une pour Gandalf et une pour Frodon. Toutes les 3 avec une vitesse et une trajectoire synchronisées pour que l'effet fonctionne. Toute une aventure pour un simple plan de 3 secondes dans le film. Après le début du périple de Frodon, vient la séquence à Bray, durant laquelle les 4 hobbits arrivent au village. En rentrant dans l'auberge, les hobbits se voient entourés d'humains beaucoup plus grands qu'eux. Nous avons évoqué tout à l'heure les doublures des hobbits, mais dans cette séquence, où les acteurs de taille humaine étaient à la caméra, ils étaient en fait entourés de doublures géantes, des figures montées sur des échasses. Vient alors le moment où Frodon se fait repérer, enfile l'anneau par erreur, et la vision de Sauron commence. Plusieurs procédés ont en fait été utilisés, puis mixés ensemble. D'abord, l'usage d'une lentille ultra grand angle, ou fisheye, qui permet de déformer les bords de l'image. Ensuite, l'utilisation de filtres bleu ou vert, qui donnait un visuel plus sombre à l'image. Mais pour créer ce sentiment de malaise, Jackson a joué sur la vitesse d'obturation de la caméra. Sur les plans sur Frodon, les images sont généralement au ralenti, tandis que sur les plans de l'œil, la vitesse est étrangement rapide, ce qui amplifie la puissance de Sauron. Mais pour le reste, un gros travail en post-production a été fait pour obtenir le résultat qu'on connaît dans le film. Un autre aspect visuel marquant du film, c'est celui des elfes, et le gros travail de lumière mis en place pour pouvoir leur donner cette aura magique. Vous aurez sûrement tous cette image en tête d'Arwen, venant à la rescousse de Frodon. Encore une fois, le travail de lumière était fait globalement en pratique, avec des projecteurs, un projecteur de lumière derrière les acteurs pour créer une lumière aveuglante, et une lumière face aux acteurs, dirigée directement vers leurs yeux, pour créer un éclat particulier à leur regard. S'ensuit une scène de course-poursuite entre Arwen, portant Frodon, et les Nazgûl, en quête du porteur de l'anneau. Ce passage a demandé un entraînement minutieux des chevaux, entraînés à courir à haute vitesse et à changer de direction brusquement. Évidemment, les chevaux étaient menés par des cavaliers confirmés. D'ailleurs, Liv Tyler, l'actrice d'Arwen, n'a jamais chevauché de chevaux dans le film. En réalité, elle n'est présente que sur des plans serrés, sur lesquels on n'aperçoit pas le cheval, tout simplement car elle n'était pas sur un animal, mais sur une plateforme simulant les mouvements d'un cheval au galop. C'est Jane Abbott, cascadeuse, qui assure les plans plus larges de la scène. D'ailleurs, elle est tellement tombée amoureuse du cheval que Viggo Mortensen a décidé de lui offrir. Un Aragorn même dans la vraie vie. Plus tard dans le film, Frodon se réveille à fond de comble, rencontre les membres de la communauté et part en direction du Mordor pour détruire l'anneau. Et là vient l'une des séquences les plus marquantes du film, la traversée des mines de la mort. L'une des préférées des spectateurs et l'une des plus compliquées pour les acteurs. À partir de l'entrée dans la mine, la séquence se résume à plan serré et moyen sur fond vert, plan large en CGI, et donc dans les faits très peu de décors réels. Mais la partie la plus compliquée était les combats. Ici, toutes les créatures sont ajoutées en CGI au montage, donc le boulot des acteurs était de faire des mouvements dans le vide, en imaginant le résultat final. On peut noter l'usage de la caméra épaule, qui donne un point de vue journalistique à la scène, et donc un réalisme en plus. Une séquence où la CGI est omniprésente, aux antipodes de la bataille finale à Amonen. Une scène impressionnante, mais qui a posé beaucoup de contraintes au tournage. D'abord, car la chorégraphie était exigeante. Les coups, les enchaînements, les déplacements en pleine forêt. Chaque détail devait être prévu pour éviter des blessures des acteurs. C'est Bob Anderson, ancien escrimeur et maître d'armes, qui a eu le rôle de superviseur des combats. Et c'est pas n'importe qui. Il s'agit notamment du chorégraphe de la trilogie originale de Star Wars, Le Masque de Zorro et le premier Pierre des Grilles. Mais il y a aussi eu des contraintes géographiques. On en a parlé tout à l'heure, les tournages extérieurs c'est plus compliqué. Là, on est en pleine forêt, on a des soucis de lumière, et en plus, à cette période-là de l'année, on a une météo qui varie.
La séquence a été filmée au printemps, les acteurs avaient chaud, mais en plus, le tournage a été retardé à cause de changements météorologiques, comme des averses. Au final, si on devait résumer la communauté de l'anneau en quelques mots, je dirais ambition, moyens et dédication des équipes pour le tournage le plus ambitieux de la décennie. Le montage a commencé très tôt dans le projet, 2 mois après le début du tournage en décembre 1999. Peter Jackson s'est rendu compte qu'il avait tellement de rush qu'il valait mieux commencer directement le montage du film. Vous l'aurez compris, Jackson gardait un œil sur le montage, tandis qu'il avait l'autre sur le tournage qui continuait de se dérouler. Et, comme pour le tournage, le travail de post-production était démesuré. Chaque jour, l'équipe de montage avait 3h30 de prise de vue à trier. À titre de comparaison, on parle de 25 minutes de dérochage par jour pour un tournage classique. Les équipes de montage prenaient leur temps pour peaufiner le plus possible le film, chaque scène clé représentant plusieurs jours de montage. La course-poursuite des Nazgûl, la traversée de la Moria, ou encore la mort de Boromir, nécessitant chacune 3 jours de montage. Mais la dernière scène à avoir été montée est ironiquement le prologue, qui devait d'abord durer 7 minutes, était présenté par Frodon et racontait plus en détail les origines de Sauron, et présentait tout de suite la tentative d'Isildur de détruire l'anneau, qu'on verra finalement plus tard dans le film. À un moment donné, Jackson a pensé supprimer le prologue du montage, pensant qu'il était plus judicieux pour le spectateur d'être introduit directement dans l'univers par la comté, avant de finalement décider de le rajouter au film. Les séquences, une fois montées, ont nécessité un travail de l'image, l'étalonnage sur ordinateur. L'étalonnage numérique est un vrai plus pour un film, car il permet d'une part d'uniformiser des plans qui ont été tournés à différents moments de la journée, et d'une autre, de jouer artistiquement sur le visuel des films. Prenons pour exemple les séquences à Amon Hen à la fin du film. Les scènes sont tournées au sein d'une forêt. Le problème avec les forêts, c'est qu'il y a des arbres. Les arbres assombrissent le plan. Étant donné que si l'arrière-plan est éclairé par le soleil et que le premier plan est assombri par les arbres, il peut devenir très difficile de faire l'exposition de la caméra, et si la dynamique de la caméra, c'est-à-dire la gestion des hautes lumières et des ombres, n'est pas assez élevée, l'étalonnage numérique est un bon moyen de régler le problème. La post-production passe aussi par le sound design. Pour ça, Weta Workshop a fait un travail dantesque pour créer les bruits les plus monstrueux, avec les éléments les plus improbables. Les orques et leurs cris iconiques, mixant cris d'opossum et bruits de chiens de chasse, et dont le son de leurs pas provient de capsules de bière scotchées sur des semelles de chaussures. On a aussi l'araignée de la Moria, dont les bruits aquatiques sont produits à partir d'un débouche lavabo dans de l'eau, et pour les bruits de mouvement, d'un tapis de caoutchouc agité dans les airs. Le troll des cavernes, quant à lui, a une respiration bien particulière, parce qu'il a l'inspiration d'un tigre et l'expiration d'un lynx, dont le grondement est produit par du parpaing frotté sur du sol. Mais ma petite anecdote préférée, c'est la création du son des Nazgûl, qui sont doublés par Fran Walsh alors qu'elle avait la gorge prise. Bien sûr, je parle ici de la prise de son, mais tous ces sons ont été retravaillés ensuite en post-production pour avoir le rendu qu'on connaît dans le film. Mais l'un des points les plus marquants de la communauté de l'anneau, et c'est d'ailleurs une toute nouveauté pour le film, c'est la création du logiciel Massive par Weta Digital. Massive, c'est un logiciel créé par Stephen Redgelus, l'un des employés de Weta Digital, qui permet non seulement de créer et de dupliquer des soldats pour en faire des foules, mais en plus de les animer chacun différemment. En fait, Massive, c'est une intelligence artificielle qui permet, par un protocole, aux personnages de puiser dans 250 mouvements différents. Il a été utilisé pour la première fois dans la communauté de l'anneau pour la scène d'introduction. Enfin, l'un des éléments les plus mémorables du Seigneur des Anneaux, c'est bien sa bande originale composée par Monsieur Howard Shore. C'est une des bandes-sons les plus iconiques de l'histoire du cinéma, et pour en venir à là, Howard Shore a mouillé le maillot. Il se rendait très régulièrement sur le tournage pour s'imprégner au maximum du film, et lisait des passages du livre à son équipe pour faire comprendre l'ambiance voulue. La bande-son est phénoménale parce qu'on l'a dit iconique, mais aussi parce qu'elle est très variée et riche. On a le thème nostalgique de la comté, qui contraste complètement avec le thème épique de la communauté. La musique terrifiante des Nazgûl. Ou les pics de la Moria.
Chaque thème est différent et composé différemment. On a le thème de Lothlórien, à l'inspiration orientale et interprété par Elizabeth Fraser, tandis que la chanteuse Enya a interprété les thèmes de Fontcombe pour différencier les deux clans d'elfes. On a le thème d'Isengard, au rythme asymétrique, qui crée un sentiment d'inquiétude. Et la musique de la Tentation de l'Anneau, interprétée par une chorale d'enfants-garçons, qui renforce le côté séductif de l'anneau. Mais en plus d'être variée, la bande-son est évolutive, surtout pour les thèmes principaux. Prenons le thème de la comté, en premier lieu léger et innocent. And yes, no doubt to others our ways seem quaint. But today of all Puis au fil de l'avancement de l'histoire, devient plus mélancolique, My own adventure turned out to be quite different. I'm not like you, Bilbo. my dear boy. et à la fin du film, carrément dramatique. Come on. Le thème sera d'ailleurs repris dans la chanson In Dreams, écrite par Fran Walsh. Qui parle du long voyage difficile avant le retour à la maison. Certaines parties de la bande originale ne sont pas issues de Warshore, c'est le cas de la chanson de Beren et Luthien, écrite et interprétée par Viggo Mortensen, et May It Be, présente dans le générique de fin, écrite par Roma Ryan et interprétée par Enya. May it be an evening star shines down upon you. La suite de l'histoire, vous la connaissez, le film sort en décembre 2001 et est un carton monumental, aussi bien commercial que critique et public. Le tourisme explose en Nouvelle-Zélande, Weta fait un bond dans l'industrie et le réalisateur et les équipes du film rencontrent le succès international. Du côté des livres, les ventes explosent. Aujourd'hui, on compte plus de 150 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Pourtant, face à l'ampleur du projet, le risque était réel et après tout aurait pu se casser la figure. D'ailleurs, Viggo Mortensen le dira en interview, personne ne savait vraiment si le projet allait marcher avant la présentation du prologue à Cannes en 2001. Mais il semble aujourd'hui que tous ces efforts aient payé et que la communauté de l'anneau est la première gemme à l'édifice qu'est le Seigneur des Anneaux.